Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Chaotique préféré. Oui, ici Hélène. Et Mélanie. Hello. Et Pierrot. Et Pierrot, encore une fois. Qui va sûrement faire des petits bruits en arrière parce qu'il est bien réveillé. Ah oui, très, 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 très réveillé, notre petit Pierrot d'aujourd'hui. Oui. On vous parle du futur. En fait, non, du passé. Ouais. Oui, en fait, parce que on enregistre avant que Mel accouche, donc on est encore en octobre. On prévoit le coup pour que vous ayez des épisodes pendant qu'elle va avoir le vagin déchiré. Thanks. Hélène est très encourageante. Tu l'avais dit quand c'était moi, fait que... J'avais dit? Ouais. OK. Retour de l'appareil. OK. Voilà. Donc, oui, je vais raconter l'histoire aujourd'hui à 39 semaines enceinte, quasiment. Donc, voilà, je suis un peu essoufflée tout le temps. Mm-hmm. Mais là, au moment où vous écoutez ça, d'après moi, j'ai un bébé. Ça devrait, oui. Il devrait bien aller. Oui. Puis je devrais bien aller aussi, en théorie. Oui. Donc, à suivre. On a-tu un petit shout-out à faire aujourd'hui? Oui, j'ai un petit shout-out de Polygraphe, ça s'appelle. Donc, ils nous écrivent, qui disent « Je tenais à vous écrire pour partager combien votre podcast a eu un impact sur ma vie. Depuis que je suis devenue mère, je suis particulièrement intéressée au true crime et il m'a bouleversée de constater combien de jeunes sont en danger de nos jours. Inspirés par ce sentiment d'urgence, mon compagnon et moi avons lancé un projet qui nous tient vraiment à cœur, promouvoir la sécurité chez les jeunes sportifs, skate, BMX, etc. Pour rendre cela plus attrayant, nous leur offrons la possibilité de personnaliser leur casque avec des graffitis pour que ce projeté devienne cool. Notre projet s'appelle Polygraphe, un nom et un logo directement inspirés par votre podcast. Hein? C'est hot. C'est dommage. J'adore l'initiative aussi. Eh ben voilà, c'est cool. Mais c'est tellement une belle initiative. Mais oui, je vraiment. Fait que Charlotte à vous. Ça rend comme les casques cool à porter. Shout out! On a-tu d'autres choses à dire ou je commence? Je commence. OK, je vais. Donc, vu que la dernière fois, je vous avais mentionné, j'ai fait une histoire de docteur, ben là, cette fois-ci, je fais une histoire de docteur. OK. Fait qu'il faut falloir que je trouve un autre nom. Mais la dernière fois, c'est pour ça que j'ai rajouté « et le cocombe ». Oui, le docteur et le cocombe. Mais là, celui-là, moi, dans mon papier, Ton document? Oula! Mon document Word, ça s'appelle « L'empoisonneur de McGill ». Oh! OK. Fait que voilà. Tu iras comme tu le sens. OK. Moi, c'est mon titre. Mes sources, le balado « L'histoire ne s'arrête pas là » qui m'a été suggéré par Max, mon ami Max, qui est un de nos plus grands fans. C'est lui qui nous écoute de l'Afrique ou de partout dans le monde. Tu m'en avais parlé. Parce qu'il voyage en Titi pour son travail. Et merci, Max. Donc, je vous raconte... C'est ça, eux autres, ils ont fait un épisode qui s'appelle « Les atrocités du Dr. Cream, l'empoisonneur diplômé de McGill ». Sur audio, qui est vraiment bon. Je recommande à tout le monde. Ce balado est vraiment délicieux. Aussi, Wikipédia, Murderpedia, Scotsman.com et Crime Library. Okay. Voici mes sources. Pierrot, t'es prêt? Ah, il me fait ça. Oui. Donc, Thomas Neil Cream naît le 27 mai 1850. Je suis encore dans les vieilles histoires. Oui, toi, t'es dans le trip vieille histoire. Mais c'est parce que vu que c'est vieux, il y a comme plus d'aberrations. Ouais. c'est plus horrible. Les meurtres, puis parce qu'il s'en tirait vraiment facilement. Comme lui, il s'en tire vraiment facilement. Puis il s'appelle Monsieur Crème. Monsieur Crème, ouais. C'est vrai, j'ai comme pas réalisé. Il naît le 27 mai 1850 à Glasgow, en Écosse. Il a 7 frères et sœurs. Et en 1854, alors qu'il a 4 ans, la famille irlandaise immigre au Canada et s'installe à Québec. Le père de Cream, William, est directeur de chantier pour l'entreprise de construction navale et d'exploitation forestière Gilmore et compagnie. Et William finit par partir sa propre compagnie de distribution de bois et il devient rapidement un des hommes les plus riches de la région. Tous ses fils travaillent avec lui au sein de la compagnie, sauf Thomas. Les Cream sont donc bien connus et bien aimés dans leur communauté. Ils fréquentent aussi tous l'église presbytérienne. Une belle petite famille. À l'adolescence, Thomas Cream enseigne le catéchisme aux enfants.
Le jeune homme, c'est une fierté pour ses parents. Il est considéré comme un gentleman, un beau bonhomme, malgré qu'il a un petit strabisme à l'œil droit. C'est quoi? C'est louché? C'est ce qu'elle a là, ouais. Son œil est croche. Ah oui, OK. Ma fille. Elle a un strabisme à l'œil droit aussi. Mais ça fait juste, tu louches d'un œil, dans le fond. OK. Comme ça va dans le coin. Il est moustachu, toujours très, très bien habillé et fasciné par les femmes, mais il est aussi vu comme un très bon manipulateur. Mm-hmm. En 1872, Cream commence des études en médecine à l'Université McGill à Montréal. À l'époque, c'est un peu intense, il fallait avoir les reins solides pour devenir médecin parce que les chirurgies étaient pratiquées sans anesthésie et sans stérilisation. Donc, le taux de survie à une opération était quand même assez bas. Ah, je me sens pas bien. Ouais. Et un autre fait divers intéressant que j'ai noté, la méthode pédagogique la plus utilisée pour pratiquer les étudiants à opérer, c'était la dissection sur cadavre. Ouais. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas assez de cadavres disponibles pour tous les étudiants. Donc, il y a comme un petit trend, une petite coutume qui est apparue chez les étudiants en médecine qui s'appelle Body Snatched Bing. Body Snatch Bing, ça consiste à aller déterrer des cadavres fraîchement enterrés dans les cimetières pendant la nuit pour les disséquer. Mais tu sais, il était dévoué, il voulait vraiment pratiquer. C'est juste que c'est devenu un petit problème. Ouais, j'avais déjà écouté des histoires de genre commerce de cadavres pour la médecine parce qu'il en manquait. Ouais. Ils sont vraiment dédiés, par exemple. Tu sais, c'est cool qu'ils veulent se pratiquer à ce point-là. Bref, donc pendant ses études, Cream en apprend beaucoup plus sur les substances toxiques, autrement dit les poisons. Il développe une étrange fascination envers ce genre de substances-là. Il consacre même sa thèse de doctorat au chloroforme, qui est un composé chimique utilisé en anesthésie, dont les effets peuvent être mortels. Cream est décrit par les autres élèves comme étant un être... Super. Un être narcissique, égoïste et vantard. Il est toujours habillé de manière élégante, puis il porte des chapeaux de forme, des épingles brillantes puis des cravates, ce qui fait se sentir un peu meilleur que tout le monde. À l'été 1876, il rencontre Flora Eleazar Brooks à Waterloo. Ils s'amourachent l'un l'autre assez rapidement, puis en septembre, Flora tombe enceinte, mais le couple est évidemment pas prêt à devenir parent. Donc, Cream, il convainc Flora qu'il peut pratiquer un avortement sans problème. Flora a fait OK. Il fait l'avortement, puis c'est un succès. OK. Phew. J'ai eu peur. Et là, le couple doit annoncer la nouvelle à la famille Brooks, donc la famille de Flora. Et le père, il est en colère, puis il menace Cream en lui mettant son fusil de chasse à l'orignal sur la tempe. Puis il dit « Je vais te dénoncer si tu ne maries pas ma fille sur le champ. » On est dans les années 1800. Ouais. On s'entend. Imagine ça arrive aujourd'hui. Gonne sa tempe, tu maries ma fille. Cream finit par marier Flora dans la semaine qui suit. Et le lendemain matin du mariage, Flora trouve une note sur l'oreiller laissée par son nouveau mari qui dit que Cream y annonce qu'il est parti terminer ses études à Londres, en Angleterre. Genre pendant l'année, il est parti. Tabarouette, OK. À noter que c'est alors fréquent pour les étudiants en médecine du Québec de terminer leurs études en Angleterre parce qu'ils étaient vraiment plus avancés dans le domaine que nous. En octobre 1876, Pierrot est en feu, Cream suit une formation post-universitaire à l'école de médecine de l'hôpital Saint-Thomas à Londres, où il spécialise en obstétrique, c'est-à-dire dans les accouchements et les avortements d'urgence. À noter qu'à l'époque, les avortements sont illégaux, à moins que la vie de la mère soit gravement en danger. En Angleterre ou au Canada? En Angleterre. Ben, sûrement au Canada aussi. Ouais, sûrement aussi. En juillet 77, Flora a pas revu son mari depuis leur mariage. Elle tombe quand même gravement malade, puis elle séjourne à l'hôpital. Son mari fait parvenir des médicaments de Londres pour la soigner. Flora prend les comprimés, mais les choses empirent. 18 jours plus tard, Flora Eliza Brooks, 24 ans, décède de la tuberculose. En septembre 78, Cream s'installe à Londres, en Ontario, London. La ville est bien excitée de l'arrivée d'un nouveau médecin. La nouvelle passe même dans le journal local. Cream ouvre un cabinet de médecine au 204 rue Dundas, pour ceux qui connaissent. Et à quel point, genre, il se passait rien dans ce temps-là, c'est qu'on il y a annonce... un médecin. Il y a un médecin en ville, gang. C'est fou, hein? Il devient rapidement très aimé puis super impliqué dans la communauté, surtout à l'église presbytérienne du quartier. Quelques mois après son arrivée, en 1879, il y a une tragédie qui survient. Il y a une femme du nom de Catherine Hutchinson Gardner
Catherine Hutchison. Hutchison. Une femme du nom de Catherine Hutchinson Garner, 25 ans, est retrouvée morte dans un hangar à bois derrière le cabinet de Dr. Cream. Oh. Son corps sent très fort le chloroforme. Info quand même assez drôle. Le chloroforme, à l'époque, c'est utilisé comme anesthésique ou comme conservateur pour la viande. Un des deux. Hein? Pour conserver la viande? Ça a l'air. What? Selon Cream, lorsqu'il est interrogé au sujet de la jeune femme qui est décédée, Catherine lui aurait demandé de performer un avortement illégal, puis il aurait refusé. Catherine, elle aurait donc alors menacé de s'empoisonner elle-même, puis de laisser à côté d'elle une lettre stipulant que Cream, c'était le père de l'enfant, comme pour mettre la faute sur lui. OK. Dans le journal, le lendemain, la mort de Catherine fait la une, on s'entend. Selon les journalistes, la cause de son décès, c'est un suicide dû au fait qu'elle était enceinte. Tu sais, les journalistes qui sont clairement des policiers enquêteurs. Oui, qui ont tout compris, qui ont résolu l'enquête en regardant la scène. Voilà. Il y a une enquête du coroner qui a quand même lieu, puis il écarte la thèse du suicide. On soupçonne vraiment un meurtre. Malgré les rumeurs puis les preuves accablantes contre Cream, les autorités ne prennent pas d'autres mesures, puis la mort de Catherine n'est jamais résolue. Dr. Cream, il prend quand même pas de chance, puis il quitte la ville. Il prend la fuite jusqu'à Chicago, aux États-Unis, où il ouvre un nouveau cabinet de médecine près du Red Light District, au 434 West Madison, plus précisément, pour ceux qui connaissent. Encore une fois, il se met à pratiquer des accouchements puis des avortements illégaux, surtout pour les travailleuses du sexe dans le coin. Des accouchements illégaux? Des avortements. Non, des accouchements aussi. Illégaux? Ouais, c'est pas illégal. Mais tu sais, dans le sens que ça doit être genre fait dans des endroits étranges. Ouais. Ça doit être... C'est pas illégal. C'est genre chez lui. Ouais, genre. Bref, à l'été 80, Cream est arrêté pour avoir performé un avortement illégal sur Marianne Faulkner, mais il est libéré par manque de preuves. Quelques mois plus tard, en décembre, il y a une de ses patientes, Mme Stack, qui meurt après avoir pris un médicament prescrit par Cream. Encore une fois, il est arrêté, mais il est encore libéré par manque de preuves. C'est ça qui est aberrant dans les histoires un peu plus vieilles. Comme pas de preuves, OK. OK, ben. Elle est morte, ça doit être un suicide. OK. C'est le même ça. En avril 81, Alice Montgomery meurt empoisonnée à la strychnine à la suite d'un avortement qui a été performé dans une maison de chambre à 2 rues du cabinet de Cream. L'affaire n'est jamais résolue, mais Cream, c'est un suspect probable. La strychnine... Je pense qu'on dit la strychnine. Ouais. Strychnine, c'est un poison violent. C'est très, très violent. Ça affecte le système nerveux central. Ça entraîne des convulsions intenses pendant lesquelles les facultés mentales restent intactes. Oh. Tu es donc pleinement conscient que tu es en train de mourir. La mort est causée par le manque d'oxygène dû à la contraction des poumons. Puis tous les muscles deviennent rigides, le visage et les lèvres deviennent bleus. La mort survient en 1 à 3 heures, puis le visage reste figé. C'est vraiment une mort horrible. Oui. À la même période, il y a un homme du nom de Daniel Stott qui devient patient de Cream. Stott souffre d'épilepsie, puis les médicaments que lui prescrit Cream soulagent grandement ses crises. À ce moment-là, j'ai lu dans 2 articles cette information-là, mais pas dans d'autres, fait que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça aurait l'air que Cream était alors renommé pour son élixir contre l'épilepsie qu'il a lui-même concocté. Oh. Il était comme connu pour ça, puis ça marchait bien. OK. Mais c'est ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Stott se présente donc régulièrement au cabinet du médecin pour venir chercher ses médicaments. Et parfois, il envoie sa femme, Julia Abbey Stott, je savais pas dire Stott, à sa place. Malheureusement pour Daniel, Julia et Cream tombent en amour. Après quelques mois de relations extra-conjugales, Cream prescrit un nouveau médicament contre l'épilepsie au mari de son amant. Le 12 juin 81, 30 minutes après avoir pris le nouveau médicament, Daniel Stott meurt. Tiens donc. Louche. Très louche. Pour se dissocier de la mort suspecte de Daniel Stott, Cream écrit une lettre au coroner accusant le pharmacien qui a fourni les ingrédients pour le médicament de Stott. Selon Cream, c'était le pharmacien qui a ajouté de la strychnine à la formule. C'est cependant vraiment louche comme move d'écrire cette lettre-là. c'est pas son premier, c'est pas son dernier.
Le pharmacien en question, il est vraiment connu dans la région puis il a une réputation exceptionnelle. Fait que le coroner, il se méfie un peu de la lettre. Le corps de Stott est finalement exhumé, puis, comme l'atteste la lettre de Cream, de fortes doses de poison sont retrouvées dans son estomac. On parle d'une quantité assez élevée de strychnine pour tuer 6 hommes. Oh! Il s'agit donc bien d'un meurtre, mais c'est Cream et non le pharmacien qui est accusé. Ben oui, je veux dire, s'il avait rien dit, il aurait peut-être pas tant posé de Exactement. questions. Les gens mouraient beaucoup à cette époque-là. C'est un poche move de sa part. Cream et Julia Stott sont donc rapidement arrêtés. Pour éviter la prison, Julia présente des preuves inconnues, jetant l'entière responsabilité de la mort de son mari sur Cream. Les preuves sont admises en cours, donc Stott est libéré, puis Cream fait face à une accusation de meurtre premier degré. Le procès a lieu quelques mois plus tard. Cream plaide non coupable, mais le jury le reconnaît coupable et le condamne à la prison à vie à purger à la prison de Joliette. Fait divers intéressant. Sur la pierre tombale de Daniel Stott, on peut lire « Daniel Stott est mort le 12 juin 1881 à l'âge de 61 ans, empoisonné par sa femme et le Dr. Cream. » Ah, c'est écrit. C'est écrit ça sur sa pierre tombale. Est-ce que c'est la fin de la carrière de notre cher docteur tueur? Évidemment non. Ne fait que commencer. Oh boy. La famille de Cream, surtout un de ses frères, lance une campagne pour clamer son innocence. La campagne se rend aux oreilles du gouverneur de l'Illinois, Joseph W. Pfeiffer, qui finit par croire à l'innocence de Cream et réduit sa peine de prison à vie à seulement 17 ans. Pendant la même période, le père de Cream y meurt, puis il laisse un héritage de 16 000 $. Dans les années 1800, 16 000 $, c'est gigantesque. Ouais. On dit qu'il y a une partie de cet héritage qui aurait servi à payer le sénateur puis le gouverneur de l'Illinois pour accélérer sa libération. Mais attends. Là, c'est le sénateur de l'Illinois, mais il n'était pas emprisonné à Joliette? Ben, il allait je pense qu'il allait faire ça. Il était emprisonné à Joliette. Ouais, attends, ça marche pas. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un Joliette en Illinois. OK, donc on a vérifié. Et c'est Joliette, Illinois. Oui, c'est Joliet. Voilà. Pas Joliette au Québec. Ouais, OK. Merci. Donc, le 21 juillet 1891, Cream est remis en liberté. Il aura purgé que 10 ans de sa peine. Il sort de prison à l'âge de 41 ans, puis il quitte le Canada à la mi-septembre 1991 à bord du bateau SS Teutonic. Et débarque à Liverpool, en Angleterre, le 1er octobre. Grâce à ce qui reste de son héritage, il trouve un logement au premier étage du 103 Lambeth Palace Road, dans un quartier reconnu comme pauvre puis enclin à la délinquance et à la prostitution, à Londres. Et là, il vire un peu sur le top. Le 13 octobre au soir, Helen Dunworth, 19 ans, une travailleuse du sexe, quitte son logement en disant à une amie qu'elle va rencontrer un gentleman. Quelques heures plus tard, un autre ami d'Hélène, James Styles, aperçoit Hélène seule, à peine capable de se tenir debout, appuyée sur une clôture. Il va la chercher pour la ramener à son appartement. Le temps qu'il l'installe dans son lit, elle se met à avoir de sérieuses convulsions. En sanglots, elle dit « Le monsieur avec une moustache et un chapeau qui m'a donné 2 fois à boire dans une bouteille qui contenait un produit blanc. » Styles appelle la police qui transfère la jeune femme à l'hôpital Saint-Thomas, mais Hélène meurt pendant le transport. 2 jours plus tard, une autopsie révèle la présence de doses mortelles de strychnine dans son estomac. Le coroner, Thomas Hébert, confirme que les dernières heures de sa vie ont été passées dans d'atroces souffrances. Oh non, pauvre Hélène. Pendant l'enquête, Cream il écrit une lettre au coroner Hébert. Il se fait passer pour un détective du nom de A. O'Brien. Dans la lettre, Cream offre de lui donner le nom du meurtrier d'Hélène en échange de 300 000 livres sterling, la monnaie à l'époque. Le coroner effectue même pas suite à la lettre. Il prend pas ça au sérieux. Une semaine plus tard, le 20 octobre, Matilda Clover, 27 ans et mère d'un petit garçon de 2 ans, est en compagnie de Cream. Il passe la soirée dans son logement d'une maison de chambre. Cream se fait passer pour un homme du nom de Fred. Quelques heures après le départ de Cream, vers 3 heures du matin, des cris sont entendus venant du logement de Matilda. Des locataires accourent puis trouvent Matilda nue, toute crispée sur son lit. Elle vomit puis se tord de douleur. Elle hurle que Fred lui a donné des comprimés empoisonnés.
On appelle aussitôt un médecin, mais Mathilda meurt entre-temps vers 7 heures du matin. Malheureusement, la mort de Mathilda n'est pas enregistrée comme un meurtre. Ah. Son médecin, à elle, diagnostique que Mathilda a mélangé une quantité excessive de brandy avec un sédatif qu'il lui a prescrit. Ah. C'est sa théorie à lui. Fait qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Hein, non, les ça. autorités ne mènent pas d'enquête, mais il y a quand même une autopsie qui a été faite. Ah. Le médecin qui pratique l'autopsie, c'est le docteur William Broadbent, et il reçoit une lettre de menace de certain M. Malone, a.k.a. Cream. Ouais. La lettre accuse le médecin d'avoir tué Mathilda, puis il mentionne que des preuves vont être envoyées à la police s'il n'envoie pas 25 000 livres sterling sur le champ. Broadbent il montre la lettre à la police qui tente de coincer l'auteur, mais sans succès. Le 2 avril 1892, Louise Harris, aussi une travailleuse du sexe, est interpellée par Cream dans la rue. Il se fait passer pour un représentant pharmaceutique. Ils finissent par marcher le long de la Tamise pour discuter, puis ils se rendent au Palace Hotel où ils font ce qu'ils ont à faire jusqu'aux petites heures du matin. Cream donne un médicament à Louise, apparemment pour faire disparaître des taches pigmentaires qu'elle a au visage. Rendu là, il invente fucking n'importe quoi. Louise a des doutes sur les intentions de Cream, fait qu'elle fait semblant de prendre les comprimés puis elle les jette. Ce geste-là, il a sauvé la vie, on s'entend. Good job, Louise. Une semaine plus tard, le 11 avril, Alice Marsh, 21 ans, et Emma Shriver, 18 ans, reçoivent toutes les deux dans une maison de chambre la visite d'un homme qui se présente comme étant médecin. Il s'agit encore une fois de Cream, qui offre des comprimés soi-disant médicamentés aux deux femmes qui acceptent de les prendre. Vers 2h30 du matin, la propriétaire de la maison de chambre est réveillée par les cris d'Alice et d'Emma dans leurs chambres respectives. À la suite de convulsions intenses, les deux femmes décèdent d'un empoisonnement à la strychnine. Deux de la shot, là. Il est en feu. Vraiment, là, il arrête plus. Fait que là, après 4 meurtres puis une tentative de meurtre, les policiers du coin, ils souhaitent élucider l'affaire. Ils se mettent alors sur la théorie d'un tueur en série, parce que ça se ressemble tout. Ils étudient attentivement les lettres de menaces qui leur ont été transmises à la suite des raisons d'essai. Il y a une d'entre elles qui retient leur attention, celle qui a été envoyée à la suite du décès de Mathilda Clover. La lettre mentionne le meurtre de la jeune femme, mais l'affaire a été classée comme une surdose d'alcool. Fait que là, ils se disent que l'auteur de la lettre sait quelque chose qu'eux, ils savent pas. T'sais. La nouvelle se répand. Dans la presse, on parle de l'empoisonneur de Lambeth. On peut s'imaginer que le surnom peut avoir rendu le cher docteur assez fier. Ah oui, c'est sûr. Comme tout bon tueur en série, il s'enfle heureusement la tête. Pourquoi je dis heureusement? Parce que c'est grâce à son gros ego qu'on va pouvoir le coincer. Une erreur. Erreur. Il a déjà fait une couple d'erreurs. Ouais, c'est ça. Puis, il me fait la rencontre d'un policier, le sergent Patrick McIntyre de New York, en visite à Londres. Cream s'improvise guide, puis il fait visiter au sergent tous les endroits dans le quartier où les victimes de l'empoisonneur de Lambeth ont été trouvées. Le sergent il trouve un peu louche la quantité de détails qu'il connaît. Fait qu'il transmet l'information, sûrement qu'il va au centre au poste de police le plus près, puis il dit à ses collègues, genre, attention à ce gars-là. Ouais. Et là, Cream est alors mis sur surveillance et une enquête est lancée sur lui. On découvre alors son grand intérêt pour les travailleuses du sexe et sa condamnation en 1881 pour empoisonnement. Le 6 juin 1892, Cream est arrêté pour extorsion. Puis, l'enquêteur spécial sur le code Cream, Frédéric Jarvis, se rend au Canada et aux États-Unis pour trouver davantage d'indices. Avec ce qu'il trouve, en plus des nombreuses lettres envoyées par Cream, Jarvis finit par établir le lien entre les 4 meurtres de Lambeth. Cream est donc officiellement accusé pour les meurtres au premier degré de Mathilda, d'Hélène, d'Alice et d'Emma, et de tentative de meurtre sur Louise. Le procès devant le jury de Cream se tient du 17 au 21 octobre 1892. Après 12 grosses minutes de délibération, Thomas Neal Cream est reconnu coupable des 4 meurtres au premier degré, d'une tentative de meurtre et d'extorsion. Le juge Henry Hawkins le condamne à mort par pendaison. Moins d'un mois plus tard, le 15 novembre 1892, Thomas Neal Cream est pendu à la prison de Newgate à Londres. Son corps est enterré le jour même en dessous des pierres du chemin qui mène à la prison, comme il était coutume de faire à l'époque, puis ses initiales sont gravées sur une des pierres. Il n'y a comme pas de cimetière, genre de...
En 1902, je ne sais pas pourquoi, mais 10 ans plus tard, son corps a été déterré puis transféré au cimetière de Londres. Il est aujourd'hui enterré là, dans une tombe anonyme, dans la section 339. Il est là, mais on ne veut pas savoir qui est là. Non, c'est ça. Il mérite pas, pas d'attention. Et là, il y a une légende qui existe, selon laquelle les derniers mots de Cream avant sa pendaison auraient été « Je suis Jack... » Ah! Jack the Ripper. Ouais. On parle bien ici, pour ceux et celles qui connaissent l'histoire, de Jack l'Éventreur. Et il s'agit d'un tueur en série jamais identifié qui a fait au moins 5 victimes dans le quartier Whitechapel à Londres en 1888. Et là, même si Cream était dans un autre pays au moment... Il était en prison dans un autre pays au moment des meurtres de Jack l'Éventreur. Ouais. Il y a des théories selon lesquelles Cream aurait quand même pu être Jack. Okay. Genre, il a soudoyé des hauts placés. Ouais. Genre, il a soudoyé des hauts placés, puis il est sorti de prison avant sa libération, puis on ne sait pas. Okay. Ou il y en a qui disent que sa peine de prison elle a été purgée par un gars qui y ressemblait beaucoup, puis qu'il n'est jamais allé en prison finalement. Fait que là, il serait Jack l'Éventreur. C'est quand même tiré par les cheveux. Oui, vraiment, mais il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a des Ripperologists. Des spécialistes de Jack l'Éventreur qui existent et qui sont sur le cas depuis... Il y a une liste d'à peu près 30-35 noms de tueurs qui auraient pu être Jack l'Éventreur. Donc, chose certaine, on ne saura jamais qui était Jack l'Éventreur et Thomas Neal Cream n'aura jamais été condamné pour tous ses meurtres. On s'entend que c'est sûr qu'il en a fait d'autres. Ben, ouais. On soupçonne encore d'avoir tué sa femme, Flora Brooks, en 77. Ouais, c'est ça que j'allais dire, ça, sa première femme. Là. En plus d'au moins 4 autres femmes qui sont mortes à la suite de ces avortements illégaux. Ah, oh non. Oh. Donc voilà. Oh. C'était l'histoire du docteur de l'empoisonneur de McGill. Ah, un bon trou de cul. Oui. Puis tu sais, il faisait vraiment ça pour le trip de tuer. Ah ouais, puis c'est sûr qu'il en a tué vraiment plus que ça. Là. Ce qui est fou, c'est que tu dis, tu sais, comment il a fait pour s'en tirer autant de fois dans autant de pays. Tu sais, au Canada, aux États-Unis puis en Angleterre, ils se sont tirés à chaque fois. Là. Ouais. C'est parce que ses victimes, c'était des travailleuses du sexe. Ouais. Puis, tu sais, les travailleuses du sexe à cette époque-là, c'était pas des êtres humains. Donc, il disait tout le temps, sûrement, elle doit être morte d'une overdose, elle doit être morte d'une... C'est ça. Tout ce que j'ai lu, c'était ça que ça disait. Pour vrai, il doit en avoir, genre, des dizaines qui ont pas été associées à lui, genre. 100%. C'est sûr. Donc, voilà, c'était l'histoire de... C'est la dernière histoire de docteur que je vais faire, ça suffit. Ouais. Pierrot, je gère pas. Non, Pierrot, je gère pas. T'as-tu aimé ça, l'histoire, Pierrot? Ouais. OK, on se revoit dans 2 semaines, I guess? I guess. On est un peu mêlés vu qu'on est dans le passé. Ouais, mais oui, aux 2 semaines, il y a un épisode. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, normalement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci encore de nous écrire et de faire partie de notre chaos. Oui, merci de nous aimer, même dans notre chaos et notre non-professionnalisme. 100%. On vous aime. Binkou. À la bin prochaine. À la bin prochaine. Bye. Bye.